Welcome to Deya Podcast. Bienvenue dans cet espace où chaque conversation est un voyage vers un nouvel univers intérieur. Chaque âme est un monde en soi, avec son propre rythme, ses propres couleurs, ses formes et ses mystères. Ici, nous plongeons au cœur du cheminement spirituel des invités, avec ouverture, curiosité et respect, en gardant toujours à l'esprit que leur vérité n'est pas la vérité absolue, mais bien leur expérience unique de la réalité. Alors prenons une profonde inspiration et ne retenez que ce qui résonne en vous. Gardez l'esprit et le cœur ouverts et laissez-vous être inspirés. Pour ce tout premier épisode, nous allons découvrir le parcours spirituel inspirant de mon amie Inès Cassi. Dans son univers, on y trouve de la joie, de la chaleur, du yoga, un mélange de culture, des voyages, de la sagesse et de la motivation à transmettre. Je suis personnellement touchée et inspirée par son cheminement et son courage, et je suis certaine que vous le serez aussi. Bonne écoute! Bon, bonjour Inès. Bonjour. Je suis trop contente de faire mon premier podcast, le premier d'une longue série avec toi. C'est super important et symbolique. Alors, je vais te poser quelques petites questions, mais en fait, ce qui est bien, c'est qu'on a déjà parlé depuis 15 jours, donc je sais déjà un peu les points où je veux t'emmener et tout ce que tu as à transmettre. Est-ce que tu veux commencer par te définir toi-même? Quels sont les grands éléments qui te définissent le mieux selon toi? Ok, bon, c'est toujours difficile de se définir. Oui, je vais t'aider sinon je vais compléter. Déjà, je dirais que j'ai une mère qui est brésilienne, un père qui est algérien, et j'ai grandi en France. Du coup, j'ai une culture assez mélangée, déjà de base. Donc je pense que ça me définit. Cette ouverture d'esprit, Multiculturel. ouais, cette multiculturalité. Ensuite, je suis quelqu'un qui adore voyager, découvrir, rencontrer des gens. En ce moment, cette quête de spiritualité. Et peut-être dire les activités que tu as faites dans ta vie, ton parcours vraiment terrestre. Du coup, moi, j'ai grandi en banlieue parisienne. J'ai fait un bac pro cuisine Ouais. pour parler de ma voie professionnelle. Oui. Et ensuite, j'ai fait un BTS. Et du coup, j'ai commencé à travailler très tôt, quand j'avais 15 ans. Tu te sentais pas de faire des études? En fait, j'avais des bonnes notes, ça va. Mais j'étais quelqu'un qui avait énormément d'énergie. Et ouais, je me sentais pas de faire des études, de rester assise. Et aussi, j'avais envie de gagner de l'argent. Mais pour moi, t'es vraiment le genre de personne qui a plein de talents, plein de dons, plein de compétences et que l'école, c'est pas du tout fait pour. Oui. Parce que quand je te vois, tu vas apprendre par toi-même, tu vas te renseigner, mais plus que des gens qui font des masters. Et... En fait, j'ai l'impression que je vais pouvoir étudier, mais que sur des sujets qui m'intéressent. Ouais. Je savais que c'était pas fait pour moi et j'ai eu la maturité à ce moment-là de me dire bon, je vais pas continuer en général parce que je sais que, je vais pas me plaire, je vais m'en fousser. Depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu cette quête d'indépendance. C'est pour ça que j'ai travaillé très jeune. Et donc c'était bien aussi parce que je travaillais avec des gens qui avaient différents parcours, qui avaient différents âges. Ça me ressemblait plus quoi, Ouais. qu'à l'école où tu restes tout le temps avec les mêmes personnes. Et du coup j'ai gagné en maturité aussi très vite, je trouve, par rapport à mes amis. Mais du coup voilà, je travaillais beaucoup. Et ensuite j'ai fait un BTS hôtel-restauration, donc j'ai travaillé à Paris essentiellement. C'était trop bien, je travaillais dans plein de restaurants différents, d'hôtels. Et ensuite quand le Covid est apparu, Ouais. donc j'ai arrêté de travailler d'un coup. Et en fait vu que j'avais fait que ça, Tu t'es dit, qu'est-ce que je fais là? ouais, et en fait de rien faire c'était super difficile pour moi. Et je me suis ouvert à un autre monde quoi. J'ai commencé à trouver d'autres activités, en fait à faire autre chose et à voir que j'étais capable de faire autre chose. Donc c'est vraiment le Covid, ça a été une période cruciale pour toi. Je pense que j'avais commencé, c'était des questions qui avaient émergé en moi, mais que le Covid ça a accentué. En fait je pense aussi que je travaillais beaucoup pour pas faire face à beaucoup d'éléments de ma vie. Je me cachais beaucoup derrière mon travail. Comme on dit, workaholic. Exactement. Non mais c'est ça, hein, c'était ça. Comme beaucoup de personnes qui travaillent pour pas regarder ce qu'il y a à l'intérieur de soi. Exactement. Et en fait, j'en avais même pas conscience. Mais du coup, le Covid, ça arrivait comme une claque. Et en fait, j'ai fait face à tout ça, quoi. Est-ce que c'est ça qui t'a poussé à commencer un cheminement spirituel? Est-ce que tu avais cette notion de spiritualité dans ta vie avant, quand t'étais enfant? Qu'est-ce qui a été le déclencheur? Quand j'étais enfant, j'allais parfois à l'église avec ma famille. Mais on pratique pas. Et ça m'arrivait de réciter des prières, etc. Okay. Du coup, je pense que quand j'étais petite, j'avais quand même ce lien avec la foi. Ouais. C'est pas quelque chose qui a jamais été dans ma vie. Mais ensuite, je l'ai perdu et j'étais genre super cartésienne et scientifique. Mais oui. Et je me souviens, genre, à l'adolescence, je faisais un gros déni. En histoire, on étudiait les religions. Ah oui, je vois. Et il y avait toujours les guerres entre les religions. Ouais. Et du coup, j'étais en mode, non, mais de toute façon, la religion, c'est fait pour diviser les gens. Ouais, je comprends bien. Je trouve que c'est bien la laïcité à l'école, mais du coup, ils emmènent pas la spiritualité dans... Ouais, en France, tout est considéré comme superstition. Exactement. On n'avait rien de spirituel en cours. Ça fait partie aussi de ma déconnexion à la spiritualité. La laïcité, on part du principe qu'il y a zéro spiritualité.
passé, quoi. On voit beaucoup la religion comme quelque chose qui a déclenché des guerres, comme quelque chose de négatif. Ouais. J'ai reculé, je me suis dit non, la religion, c'est quelque chose qui est fait pour diviser les gens, etc. Et ça a été le cas aussi, mais c'est pas que ça. Je pense que ce qui m'a reconnectée à ma spiritualité, en fait, j'ai eu des moments très difficiles dans ma vie. Et j'avais rien d'autre pour m'accrocher d'autre que la spiritualité et la foi. Donc je pense que ça part aussi d'un désespoir. Parce qu'en fait, à un moment donné, quand t'es seule et que t'as rien de palpable auquel t'accrocher, il te reste la foi. Il te reste la foi. Ah mais c'est ça aussi moi qui m'a inspirée. On a discuté de voir à quel point ça a transformé ta vie et ça a fait un déclic complet. Je trouve ça super inspirant. C'est vrai que ça a changé du tout au tout. Avant, donc je faisais de la cuisine et j'étais pas du tout la même personne. Je me maltraitais, je buvais beaucoup, je fumais. J'étais un peu le cliché de la parisienne chef, quoi. On adore les transformations comme ça. Ouais, vraiment. Du coup, j'étais pas du tout la même personne. Je chantais beaucoup et je prenais pas soin de moi. Je pense que je me respectais pas à certains moments de ma vie, que ce soit physiquement ou psychologiquement. Et c'est vrai que j'ai fait un 180. Et en fait, la spiritualité, c'est arrivé à travers le yoga. Pendant le Covid, j'ai commencé à faire beaucoup de yoga, beaucoup de méditation guidée aussi. Ça a été un tremplin, quoi. Oui, en fait, non, mais tu sais que je viens de comprendre que j'ai pas commencé avec le Covid. Hein. C'est quand j'ai cassé avec mon ex. C'est encore mieux, c'est bien. Je me souviens quand j'avais cassé avec mon ex, j'avais commencé le sport et tout. Et du coup, pour compenser, j'avais commencé à faire un peu de yoga et de méditation. Ah, mais c'est bien. En fait, c'est les grandes épreuves de la vie qui sont difficiles où tu te dis, bah, vas-y, faut que je me prenne en main et c'est là où exactement. Ouais. Mais du coup, et ça accentue pendant le Covid. Et c'est passé par le yoga essentiellement, dans la pratique physique du yoga. En fait, je me suis reconnectée avec mon corps. Et je pense que c'est cette reconnexion avec mon corps qui a fait que j'ai pu me connecter aussi avec eux. La porte d'entrée, c'est le yoga, oui. Je prenais pas soin de moi, de mon corps. J'étais déconnectée de mes sensations, que ça soit émotionnel ou physique. Et le yoga, ça m'a permis, enfin, quand je parle de yoga, c'est la pratique des asanas. Ça m'a permis de me reconnecter à mes sensations, de me reconnecter avec mon corps, de vivre mes émotions, de voir que ça passe à travers mon corps. Ça être au premier degré. Exactement, de prendre du recul. Et ça s'est fait à travers le mouvement. Okay. Je pense que j'avais besoin de ça. J'aurais pas pu le faire juste en méditant. C'est pas ma personnalité. Et aussi, dans mon travail, je bougeais beaucoup. Et c'est passé à travers le mouvement. En fait, je trouve que quand tu fais du yoga, t'es dans le mouvement, mais t'es pas dans l'action, t'es dans l'observation. Donc c'est un bon juste milieu, tu dirais, entre la méditation et l'expression du corps. Je dirais que c'est un chemin vers la méditation. Ok. C'est-à-dire que c'est une voie à prendre qui va te permettre de comprendre comment aller vers la méditation. En fait, souvent on dit faut faire de la méditation, faites de la méditation, mais c'est super difficile en fait de rester assis, de méditer. Ah oui. C'est réservé à très peu de personnes et surtout dans le monde dans lequel on vit, c'est super difficile en tant que jeune. Même notre attention, ça va partout quoi. Et du coup, c'est super difficile et c'est vraiment un chemin. Et c'est pour ça que souvent les gens, quand ils commencent le yoga, ils commencent avec du yoga qui est très dynamique, où c'est une respiration, un mouvement. Comme ça, en fait, tu penses à rien, quoi. Tu vas te concentrer sur ton mouvement et c'est une forme de méditation. Exactement. Et ensuite, doucement, souvent les pratiquants, ils vont vers un type de yoga qui est beaucoup plus doux, qui va beaucoup plus doucement, parce que du coup, ça leur permet de rester dans des états méditatifs plus longs, et jusqu'à ce qu'en fait, ça peut t'emmener vers une méditation. C'était ça, toi, ton cheminement. Du coup, t'as commencé avec du yoga plus dynamique, et après, petit à petit, t'es allé vers quelque chose de plus doux? Oui, ça a commencé comme ça. J'avais vraiment besoin de me lâcher, de m'exprimer et aussi de comprendre ce que c'était le yoga. Quand je parle de yoga, c'est la pratique des asanas qui est différente, mais on va dire yoga. Tu cales ta respiration avec le mouvement. En fait, tu crées de l'espace. Et du coup, tu arrives à réduire le mouvement et à rester avec plus de respiration et de concentration surtout. Là où je veux en venir, c'est que si tu bouges mais que t'as pas cette attention et cette concentration dans le mouvement, c'est pas du yoga en fait. Ouais, ok, t'as pas les bénéfices et juste tu bouges quoi. Exactement. C'est un exercice sportif. Exactement. Et du coup, c'est ça qui fait la différence entre le yoga et d'autres pratiques. Donc en fait, c'est bouger mais avec cette observation et attention et cette conscience. Et comment tu sens la différence entre je fais du yoga en mode exercice physique ou là j'ai vraiment fait du yoga en mode méditatif? Ce qui fait la différence souvent, c'est quand je viens dans la dernière posture qui est Shavasana. C'est la posture repos. C'est la posture que tout le monde adore. T'es allongé par terre et tu intègres ta pratique. Et souvent, tu le sens quand t'es dans un état méditatif, voire t'es connecté au divin. Il y a deux possibilités. Soit t'es complètement endormi, ou soit tu continues dans ton flux de pensée. Ouais. Parce que la pratique, elle n'a pas réussi à t'amener dans cet état-là. C'est un bon signe en fait pour savoir si la pratique a été efficace. Mais aussi, maintenant, j'ai appris à m'observer. J'observe mes pensées. J'arrive à savoir quand je suis pleinement dans la pratique ou quand je suis dans mes pensées.
Mais parfois, je laisse aller aussi. Je suis en mode, aujourd'hui, je suis un peu plus dans mes pensées, mais c'est pas grave. Faut pas résister, en fait. L'important, c'est surtout d'être observateur et pas de se juger. Tout ce qui se passe dans ton tapis, c'est quelque chose que tu vas emmener dans ta vie. Quand t'es dans ta vie, t'apprends à observer tes émotions, t'apprends à observer tes sensations. T'es pas dans la réaction tout le temps. Et aussi, il y a plein de petites choses, mais par exemple, je me souviens, au début, quand je commençais le yoga, il y avait cette notion de performance. Je regardais autour de moi et je me disais, ah, mais elle peut faire ça, et moi, je suis en galère. Je pas ça. Mais je pense qu'on le fait tous, tu vois. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se disent, purée, mais ils sont tous souples, je suis pas souple, c'est pas fait pour moi. Ah, ça, c'est une croyance. Non, mais je suis pas flexible, moi, je peux pas faire de yoga. Mais en fait, comme je disais, le yoga, c'est pas une question de flexibilité. Et c'est vrai que sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on nous vend le yoga. Tu vois des gens qui se tordent en deux. Ouais, ils se tordent en deux. Moi, je peux pas toucher Moi, la première, moi aussi, la première, je mets des vidéos ou des photos où je me tords en deux. Mais en fait, la pratique de yoga, c'est pas du tout ça. Le yoga, c'est vraiment être dans le moment présent. D'ailleurs, moi, ça m'a beaucoup aidé parce que je me disais que le yoga, c'était vraiment pas fait pour moi parce que j'étais pas hyper souple et tout. On s'est retrouvés, je t'ai suivi et tout. On allait dans un ashram de yoga à Shivananda. Et en fait, je me suis dit, mais je suis pas souple, mais je vois les bénéfices. Et en fait, l'important, c'est que moi, je progresse et que je me sente mieux. Pourquoi je me dis que c'est pas fait pour moi? En discutant avec toi et en travaillant ça, je me suis vraiment dit, waouh, j'avais une croyance de fou. Et c'est important de le dire aux gens aussi. On n'a pas besoin d'être souple. C'est pas fait pour les gens souples. C'est pas fait juste pour une partie de la population. C'est fait pour tout le monde, c'est ouvert à tous. Et après, on vient chacun pour différentes raisons. Mais il y a tellement de choses à y trouver que je dis juste aux gens, essayez. Et il y a différents professeurs, il y a différents cours. Essayez plusieurs types de cours, plusieurs types de yoga. Et essayez de trouver quelque chose que vous aimez. Mais c'est un cheminement. C'est pas je commence, c'est bon, j'ai trouvé le cours parfait ou j'ai trouvé le divin. Non, c'est pas ça. C'est comme dans n'importe quelle pratique. Il faut se laisser le temps d'apprendre, il faut se laisser le temps de comprendre. Et je trouve que c'est difficile et je le vois avec beaucoup de gens autour de moi. On se laisse vite décourager. On est dans un monde où tout va tellement vite que apprendre à se dire les choses elles mettent du temps. On n'aime pas les choses comme ça. Pour moi, comprendre que les choses prennent du temps et s'installe avec de la discipline. C'est un point qui te fait avancer de fou. Exactement. Quand tu comprends ça, ça shift quoi. Ça shift. En fait, ta vie, elle peut changer grâce à ça. Et maintenant, mais pour n'importe quel objectif que j'ai, je me dis que tout est possible en fait. Ouais, tu dis juste, ça va me prendre du temps, de l'entraînement, de la discipline, mais en fait, je vais y arriver. Exactement. Et aussi, c'est embrasser le cheminement. C'est se dire que, effectivement, ça va prendre du temps, mais à chaque étape, je vais apprendre tellement. Il n'y a aucun défi qui est trop grand. Tout est possible. Et souvent, les gens, ils me disent, ah, mais t'as plein de rêves et t'essaies de réaliser tes rêves. Et je leur dis, oui, mais tout est possible. En fait, c'est comme un enfant. Tu dis, tout est possible, je peux le faire. Mais ta responsabilité d'adulte, c'est de te dire, tous les jours, je vais faire preuve de discipline et je vais faire quelque chose pour atteindre mon rêve. Tout est possible si je me donne les moyens. C'est pas toujours être dans ta tête, d'être rêveur. C'est être concret. Et ça m'a appris ça aussi, la spiritualité. C'est vrai que toi, t'as vraiment cette force où je te vois le matin, tu te lèves, tu vas faire ton yoga, quoi. Ouais. Et t'as vraiment cette persévérance et ce truc d'y aller, de te battre et de te donner pour s'en sortir. Franchement, c'est hyper inspirant. Tout le monde n'a pas ce courage, cette force. Et justement, est-ce qu'il y a eu des moments dans ton cheminement où t'as eu des doutes, où t'as voulu abandonner, où ça a été difficile? Déjà, concernant cette force, je pense que je l'avais avant le yoga. Oui. Parce que même dans mon travail de chef, c'est tous les jours. Dans ta personnalité déjà. Oui, voilà, je pense que c'est dans ma personnalité. Et je pense aussi c'est dans le milieu social dans lequel je viens. Le fait est que mes parents soient immigrés, qu'eux aussi ils ont dû faire leurs preuves en France. Il faut se battre pour y arriver, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi. Je pense qu'en fait, le yoga, ça m'a appris justement à m'apaiser et à être plus dans le côté. Tu peux se battre, mais en douceur. Oui, voilà, c'est ça, genre, pas juste être dans ce côté en mode, Et puis, c'est important, la vie, c'est un combat. Ouais. Et ça t'a appris aussi la douceur et le côté plus yin, féminin. Exactement. Faut écouter ses émotions et les prendre en compte. Et là, du coup, ça te donne une force de fou parce que t'as le côté, on y va, on fonce, mais en même temps, on écoute ses émotions. Du coup, après, tu retrouves la balance et l'équilibre. Je pense que le yoga, ça va toujours te ramener dans la voie du milieu et dans la balance. Peu importe que tu sois dans ton féminin, dans ton masculin, dans ton yin, dans ton yang ou dans n'importe quelle sorte d'énergie, ça va toujours t'emmener dans ta balance. Et c'est ça le pouvoir du yoga. Exactement, c'est la voie du milieu. Mais du coup, pour revenir à ta question, j'ai eu beaucoup de moments difficiles, de moments de doute. Déjà, quand j'ai commencé le yoga, je l'ai pas fait dans un objectif de performance ou de le continuer longtemps. En fait, j'en ai besoin. C'est organique. C'est nécessaire, quoi. C'est nécessaire. Je me sens pas bien. Je fais du yoga. J'ai des problèmes. Je fais du yoga. Il faut que je vois plus clair. Je fais du yoga. En fait, c'est un médicament, quoi, ou c'est mon meilleur ami. J'en ai besoin. Il s'installe, en fait, dans ma vie, mais par nécessité, au final. Ça me fait tellement du bien que j'en ai besoin. Mais après, si, j'ai eu quand même beaucoup de moments de doute. On est dans un monde matériel où on a besoin de toucher de la matière et dire c'est là, ça m'appartient, c'est à moi. Et du coup, ça emmène beaucoup de doutes quand t'es dans l'immatériel, dans le divin, dans les pensées.
Et c'est pas quelque chose qui est palpable. On se dit, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas que des croyances? Ou moi, quelque chose où j'y pense tout le temps et je doute et ça m'énerve parce que j'essaye de sortir de ça. Par exemple, quand je faisais mon travail de chef, je gagnais de l'argent, je commençais matériellement à me sentir bien, à pouvoir acheter des choses, faire des choses plus concrètes. Aujourd'hui, dans mon chemin spirituel, j'ai fait aussi beaucoup de sacrifices et je gagne beaucoup moins d'argent, je dépense aussi plus mon argent dans des choses moins palpables. Et c'est un investissement que tu vois pas directement. Exactement, c'est un investissement sur le long terme. Mais du coup, il y a plein de moments où j'ai des doutes, je me dis non mais pourquoi j'irais pas retravailler et je pourrais m'acheter ça et je pourrais faire ça et c'est vraiment un truc qui me vient tout le temps. Et je me dis alors que là, je suis là en train de méditer, en train de faire mon yoga. Et en même temps, comme tu dis, c'est nécessaire, il y a quelque chose qui t'appelle qui est plus fort que toi. Et tu sens que t'as besoin de le transmettre aussi et de le partager. Exactement. Ça fait tellement du bien dans ta vie, ça a tellement changé les choses que t'es toujours tiraillée, c'est normal. Hein. T'es toujours tiraillée, mais du coup, je pense que c'est une force parce que ça veut dire que déjà, t'as des doutes, tu remets tout le temps en question ta spiritualité et du coup, ça te fait progresser. Exactement, ça te fait progresser. Permet de pas rester bloqué dans un truc. Oui, mais c'est vrai que des fois, c'est difficile. Moi, maintenant, je le vois comme ça, je me dis, le Dieu ou le divin, appelez ça comme vous voulez, ou l'univers, il te met des obstacles dans ta vie pour un peu tester ta foi, te tester dans ta spiritualité. Et les épreuves, elles sont là pour justement voir à quel point tu peux être authentique et toi-même. Maintenant, ces épreuves-là, je le vois plus comme un défi du divin que comme quelque chose qui me plombe à chaque fois. Enfin, je me sens plus forte en fait. Ouais, c'est le changement de vision et de pensée. Dès que t'es déprimé ou dès que t'as une épreuve, tu te dis c'est là pour m'apprendre quelque chose, c'est là pour me tester. Exactement. Et du coup tu le prends positivement. Exactement. T'es sorti du statut de victime en mode ah pourquoi ça m'arrive au statut ok ça me fait progresser. Et d'ailleurs on en a beaucoup parlé de ce truc du statut de victime où tu subis ta vie et toutes les épreuves et tout ce qui t'arrive. Comment, toi, par rapport à ton cheminement, t'avais une enfance assez compliquée, une adolescence torturée, et comment on sort justement de ce statut de victime? Toi, comment tu l'as fait et comment tu le transmettrais? Quand on est dans ce statut de victime, on est très divisé. En gros, c'est moi contre le reste. C'est moi contre le reste du monde. On se torture tout le temps. Mais quand il t'arrive effectivement des choses compliquées, que par exemple t'as pas d'argent, que tu dois galérer, que il t'arrive des trucs horribles, les personnes te quittent, parce que toi t'as eu des contextes. Ah mais complètement. Compliqués. Je pense que j'étais arrivée à un stade où je me victimisais tellement et c'était tellement difficile. J'avais un peu deux possibilités quoi. J'étais très déprimée et c'était un peu soit je m'enfonce dans un gouffre, soit je tombe, je sais pas où je vais mais je vais dans un truc super sombre et ça va être une descente aux enfers, ou soit je m'accroche à autre chose et j'essaye d'aller bien. J'avais pas le choix à ce moment-là de prendre mes responsabilités. Ouais. Je me suis dit là j'arrive à un moment où je prends ma responsabilité. Si je sombre c'est ma responsabilité et si je progresse c'est ma responsabilité. Et du coup j'ai eu un déclic et ça a été grâce à ça. Souvent d'ailleurs les ouvertures spirituelles ça passe par un déclic comme ça où t'es tellement mal, t'as tellement touché le fond que c'est en mode où je me laisse mourir ou je change en fait. Mais il y a des gens ils stagnent un peu dans une zone d'entre-deux où du coup ils ont jamais ce déclic là, tu vois. Quel changement t'as observé dès que tu t'es ouvert, dès que t'as eu ce déclic, dès que t'as commencé le yoga, on va dire dans ta vie, à l'intérieur de toi et à l'extérieur? La première chose qui s'est passée, j'ai pris ma responsabilité dans mon statut de victime, et de prendre ces responsabilités, c'est un moment très difficile. Ça veut dire que là où à chaque fois tu te positionnes en tant que victime, c'est se dire ah mais en fait j'ai ma part de responsabilité et j'ai fait aussi des choses pas bien. Est-ce que tu peux nous donner un exemple concret? Par exemple, je souffrais beaucoup de la relation que j'avais avec ma mère. On avait une relation très 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 conflictuelle et pendant longtemps je me positionnais en tant que victime, en tant qu'enfant qui a subi cette relation. Quand je suis sortie de ça, j'ai aussi pris mes responsabilités en tant qu'enfant. J'ai fait des choses qui n'ont pas été faciles. J'ai aussi dit des choses qui n'ont pas été faciles. J'ai aussi été une enfant très difficile. J'étais aussi actrice et une relation, ça se crée à 50%. Même si évidemment, quand t'es enfant, t'es aussi un peu le produit de ce qui se passe, de ton éducation. Mais pas que. Il y a aussi une part de toi qui est là, tu vois. Oui, une part de ta personnalité quand même déjà. Exactement. Aussi, ce qui m'a fait comprendre ça, c'est que j'ai une sœur jumelle. Donc tu vois, on a grandi dans les mêmes contextes, avec les mêmes parents, on a entre guillemets vécu presque les mêmes choses. Et elle a été très différente de moi et elle a une relation complètement différente et beaucoup plus avec ma mère. Donc je pouvais pas me dire ah ouais non mais c'est que mon éducation. Genre j'ai ma sœur à côté, elle va très bien. Et du coup à ce moment-là c'était super difficile parce que t'as un sentiment de culpabilité. Donc déjà j'ai dû apprendre à me pardonner, à digérer. Quand tu te pardonnes, bah c'est à ce moment-là où tu peux pardonner les autres. Du coup c'est important de faire tout ce travail sur soi. Pendant longtemps ça a été aussi très difficile parce que je prenais ma responsabilité dans cette relation, mais ma mère la prenait pas. Ah oui. Et du coup, j'étais en mode, mais vas-y, prends ta responsabilité, et là, tout va bien se passer. Quand toi, tu travailles sur toi et que tu t'ouvres,
t'as aussi besoin et que autour ça bouge et des fois les autres ils sont pas prêts, ils ont pas envie et ils en sont pas là quoi. Et donc il y a ça aussi à accepter. On se confronte à ça aussi quand on s'ouvre. Bah du coup pendant longtemps ça a été difficile pour moi d'accepter ça. Je prends l'exemple de la relation que j'ai eu avec ma mère, mais ça s'est fait aussi dans plein d'autres dimensions. Ça a mis du temps en fait, ça a mis tellement de temps, et entre le moment où t'as le déclic et que tu comprends et le moment où tu changes ta relation, ça met énormément de temps. Mais pour moi ça a changé ma vie parce que je me suis dit en fait au final tu peux changer une relation qui va pas du tout, mais que par ton bon vouloir. Que avec ta part à toi, avec ta vision, avec ce que tu fais. T'as pas besoin d'attendre non plus que l'autre... Si la personne, elle fait un effort et que elle fait aussi son cheminement, bon bah tant mieux. On va dire que c'est la voie rapide. Mais il faut pas attendre qu'elle le fasse. Mais il faut pas attendre et c'est possible. Après, c'est quelque chose qui met énormément de temps, mais c'est carrément possible. Tu peux carrément changer une relation, mais plein de choses dans ta vie, que par toi. Ton changement intérieur. Quand tu t'es ouverte et tout ça, t'as eu un changement de relation avec ta mère. Quoi d'autre a changé? J'ai eu cette relation qui a changé avec ma mère, mais du coup qui a changé aussi avec ma famille autour. Avec les autres membres de la famille? Pareil avec ma sœur, mes relations ont changé avec mon frère, mais aussi dans ma vie. Avant, je me disais non mais c'est qu'avec ma mère, et c'est un truc que t'as en famille du coup. Par exemple, quand tu vas voir tes amis ou quand t'as des interactions sociales, les gens le savent pas. J'ai remarqué, souvent on peut avoir une relation très conflictuelle avec un membre de notre famille et être super sociable et ça se passe bien avec tout le monde. Oui. Et ça reste dans notre famille. Familial, hein. C'est un truc très intime. Du coup, j'ai l'impression que ça impactait pas le reste de mes relations, mais en fait si, parce que si t'es pas bien avec les relations les plus intimes que t'as et les relations de sang, c'est quand même très difficile après d'avoir... Ouais, bah en fait c'est ton premier lien à l'amour. Qu'est-ce que l'amour? Donc forcément ça t'impacte dans ta vie au quotidien. Après même si à l'extérieur on fait plus d'efforts, on a un masque social, on est plus sympa et tout, dans le fond il y a toujours ces schémas qui nous ont été transmis par nos parents qui se jouent un peu en fond. Tant qu'on va pas voir ça et qu'on le travaille pas un minimum... En fait, je pense que c'est très important de travailler les relations qu'on a avec nos parents, d'abord. Ensuite, ça va vraiment changer toutes nos relations. Et par exemple, maintenant, je trouve que j'arrive beaucoup plus à exprimer mon amour. J'ai une relation avec mes amis qui est beaucoup plus... j'accepte mon côté maternel. C'est quelque chose que je refusais. Par exemple, ma mère, quand elle me donnait de l'amour ou quand elle me faisait des bisous, j'étais en mode genre, ah, ça me dégoûte et tout. Genre, pourquoi tu fais ça et tout. Enfin, je sais pas, j'étais arrivée à ce stade, tu sais, où j'acceptais plus l'affection qu'elle avait pour moi. J'étais dans le rejet. Et du coup, bah là, de réaccepter cette affection-là, c'est beau parce que moi aussi, j'apprends à donner cette affection aux autres. Et pas être dans le rejet comme ça, on va dire ah mais c'est dégueulasse et tout. Ah de l'amour, berk. Ouais vraiment. Du coup changement de vision aussi peut-être, changement dans tes relations. Est-ce que ça a changé quelque chose professionnellement, en lien avec ton corps, en lien dans tes relations amoureuses? Bah en vrai c'est difficile de le dire parce que vu que ça se fait aussi en parallèle de ma pratique de yoga, de ma pratique de méditation, du fait est que je voyage aussi beaucoup. Avant j'avais des petites graines comme ça qui étaient plantées et en fait ça a permis que tout fleurisse, créer un espèce de magnifique jardin. Comme de la permaculture. En fait, tu poses des graines et tout pousse, s'entrelace. Fonctionne les uns avec les autres. C'est un cercle vicieux ou vertueux. En fait, si rien ne va, que t'es pas bien dans ton corps, t'es pas bien dans ta vie, tu tournes en rond là-dedans. Exactement. Et si d'un coup t'arrives à changer de cercle et que t'es dans un cercle vertueux, bah t'as envie de voyager, t'arrives à réaliser tes rêves, tes relations elles changent. Toi, t'as vraiment le changement de cercle vicieux, cercle vertueux, non? C'est exactement ça. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vois vraiment la spiritualité ou tout ce que je fais, même pas que dans la spiritualité, dans mon travail de chef ou dans plein d'autres domaines de ma vie, comme quelque chose de holistique et quelque chose de organique qui s'entrelace en fait. Je sépare pas les domaines, je sépare pas les gens. Tu sors des cases que la société te met et tu commences à voir les choses comme des choses organiques, holistiques qui s'entrelacent. C'est magnifique parce que tu te dis que on est beaucoup plus vaste et beaucoup plus grand que ce qu'on pense. Est-ce qu'il y a une expérience spirituelle qui a marqué ta vie, un moment où tu t'es sentie profondément connectée, je sais pas? Bah quand on a fait la retraite. La retraite en silence. On a fait une retraite. En fait, on s'est rencontrés. Ouais, bah vas-y. On s'est rencontrés dans un lieu improbable, dans une retraite silencieuse de 10 jours. À la fin, en fait, on s'est rencontrés puisque je t'ai ramené en voiture. Et après, on n'a plus arrêté de parler, quoi. En fait, on a passé 10 jours en silence et là, on vient de passer 10 jours à parler non-stop, quoi. On a rattrapé, mais vraiment... Là, on a en mode, comment on avait pour rester en silence? Parce qu'on se connaissait pas, je pense. Oui, voilà, c'est ça. Maintenant, on peut plus faire de retraite ensemble. Non. C'est impossible. Mais oui, du coup, cette retraite, elle était incroyable. Et je pense que ça a marqué un shift. Je suis arrivée dans des états méditatifs et des états d'être profond. Enfin, c'est difficile à expliquer. Et je trouve que c'est pas à expliquer aux gens, il faut le vivre. C'est une expérience. C'est une expérience. Pour moi, ça a été quelque chose où je me suis dit, ah ok, c'est ça en fait. Genre, je fais du yoga, je fais de la méditation, mais j'y vais pour ça. Tu te sens tellement connecté à l'univers, à un tout.
J'ai déjà eu ces sensations, mais ça a été des brides de sensations. Mais là, ça a été vraiment dans une autre dimension, ça a été beaucoup plus profond. Et je me suis dit, ah ok, c'est ça que je veux, c'est ça que je suis bien chercher. Et c'est aussi changé du coup dans ma pratique de yoga, ma vision des choses, où maintenant, genre beaucoup plus tranquille quoi. Dans ma pratique de yoga, je la fais plus dans ce côté où je vais aller chercher cet état méditatif que dans ah j'ai envie de faire telle posture. Okay. Ça a changé mon rapport avec ma spiritualité et avec mon corps aussi. Parce que de rester 10 jours, pour moi, ça a été très difficile. Ah si, bah pour moi aussi, pour qui c'est pas compliqué de rester 10 jours assis. Mais vraiment, de rester 10 jours assise. En plus, il n'y a pas de miroir, on peut pas se voir. En fait, on se déconnecte vraiment de notre corps. Ah mais c'est vraiment une expérience transformative, c'est vrai, hein, de rester comme ça dans le silence, tu ne parles à personne, t'es seule dans ta bulle 10 jours, genre c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Franchement, je conseille à tout le monde de le faire. Hein. Ah moi aussi, c'est génial. Même si t'es pas dans la spiritualité, franchement, faites-le. En fait, t'observes tes pensées, déjà. Tu te dis, mais attends, mais je pense comme ça. T'as vraiment le temps de réaliser ce qui se passe à l'intérieur de toi. En temps normal, comme tu cours partout et tu te rends pas compte les schémas en boucle dans ta tête. Et là, en fait, t'as que ça à faire, d'être là avec toi-même, t'es en mode, mais c'est insupportable, en fait. Non, mais c'est un truc de malade, hein. Et vraiment, je me souviens, au début, je pensais qu'aux garçons. J'étais là, je pensais aux garçons, genre, je me faisais des films, et j'étais en mode, mais c'est pas possible. Et du coup, je me suis rendu compte que dans ma vie, des fois, en fait, je vais me mettre dans une boucle et je vais faire des films, tu vois. On a tous nos boucles. Mais on a tous, enfin, c'est un exemple et c'est drôle, mais on a tous des boucles comme ça, spécifiques, et c'est bien de s'en rendre compte, parce que du coup, quand ça revient dans ta vie, tu te dis, ah non, mais en fait, je suis dans ma boucle. En fait, il y a cette pensée, et j'ai pas envie de la continuer. Exactement. Parce qu'en fait, quand il y a une pensée, j'ai l'impression, on se rend pas compte, mais on l'exploite, on fait des scénarios avec, on s'en sert. Alors qu'en fait, quand on a une pensée, c'est pas grave de l'avoir, mais t'as juste à pas l'écouter. Hein. Exactement. T'as juste à dire, bah non, en fait, je veux pas l'entretenir. Et elle va peut-être revenir, mais tant que tu l'entretiens pas, alors que si effectivement t'as une pensée d'une personne, tu te dis ouais je vais l'entretenir, tu te fais un film et tout, bah après tu vas tout le temps penser à la personne, mais c'est toi qui l'entretiens. C'est toi qui l'entretiens. C'est pas en mode oh, je peux pas m'arrêter de penser, non c'est toi qui décides de l'entretenir. Exactement. Du coup t'as ta part de responsabilité. Dans des textes anciens de yogi, ils appellent ça vritti. Bah c'est ça, c'est ces schémas de pensée qui se répètent comme ça. Et ce qu'ils expliquent c'est que quand t'as un schéma de pensée qui se crée, en fait, plus tu l'entretiens et l'espace-temps entre ces schémas de pensée qui se répètent, il est réduit. Donc, par exemple, tu vas penser, je donne l'exemple à ce garçon à faire des films, tu vas penser à lui et du coup, le jour d'après, tu vas penser à lui et puis de plus en plus, jusqu'à ce que tu penses à lui toutes les heures, exactement. Et en fait, l'objectif, c'est justement de s'en rendre compte, d'être en mode observateur et de créer de l'espace entre ces schémas de pensée jusqu'à ce que l'espace soit tellement grand qu'au bout d'un moment, ça s'efface. Tous ces concepts-là, dont on parle, c'est des concepts qui ont été décrits par des gens il y a des milliers d'années. Et du coup, pour moi, c'est ça la richesse du yoga, c'est tout ce qui est dans le développement personnel ou tout ce qui est dans la psychologie moderne. Il y a beaucoup de choses qu'ils ont compris avant. En tant qu'être humain, c'est des choses qui ont toujours été là et c'est des problématiques qui seront encore là. Ce que j'aime dans le yoga, c'est d'approfondir ma pratique et pas d'être juste dans l'aspect physique, mais d'aller lire, d'aller me renseigner et d'aller justement chercher. T'as beaucoup lu aussi de livres de développement personnel. Et c'est quoi les livres qui t'ont le plus marqué, le plus impacté, le plus aidé? Bah déjà, il y a le pouvoir du moment présent. Ah bah oui, c'est un incontournable. C'est un incontournable que tout le monde doit lire, qui est juste génial. Après, il y a le livre dont je te parlais hier qui s'appelle Devenir super conscient de Joe Dispenza, qui est génial aussi. Il y a un livre, il s'appelle Peggy Hybride, mais je sais plus comment il s'appelle le livre, qui est trop bien. En fait, c'est un roman. Du coup, elle explique sa transformation, comment elle est passée d'un métier où elle travaille dans la finance à Londres à un chemin spirituel. Et ça m'a trop marqué. Genre, c'est le premier livre que j'ai lu de quelqu'un qui se transforme comme ça. Et je me suis tellement reconnue en elle. C'était après ta transformation que t'as lu le livre? Ouais. Genre, il arrive au bon moment. Ah ouais, de toute façon, les livres, ils arrivent au bon moment. En plus, je l'ai vraiment lu par hasard. Et des personnalités, peut-être? Des vidéos, des chaînes YouTube, des comptes Insta, des choses qui t'ont vraiment aidé sur ton cheminement ou qui t'ont fait des déclics à des moments? Ah, en vrai, Sadhguru, il m'a aidé. Genre sur YouTube. C'est marrant parce que là, on est à Isha Fondation, du coup, c'est le ashram de Sadhguru. Quand je disais que j'avais quitté mon ex, et j'écoutais beaucoup de vidéos de Sadhguru. Et ça m'a beaucoup aidé. Les gens que tu rencontres aussi, peut-être dans la vie quotidienne. Ouais, en fait, je pense que c'est beaucoup les gens que je rencontre. Beaucoup mes rencontres, le voyage. En fait, je pense que les gens, ils sont là pour t'inspirer. Mais justement, en Inde, ils ont besoin d'un gourou, d'un maître spirituel, un guide spirituel. Mais moi, je le vois pas comme ça, en fait. Pour moi, c'est vraiment une combinaison de tout. Je fais un méli-mélo.
Mais je pense que aussi c'est dû à mon éducation, mes origines. J'ai toujours dû faire des milli-mélos de tout, quoi. Bah oui. Et du coup, t'es un méli-mélo de plein ouais, de voilà, je suis un choses. milli-mélo de plein de choses. Et du coup, moi, ma vie, c'est Ouais, tu peux pas choisir une voie, même si t'as, on va dire, un gros point sur le yoga, qui est vraiment ta voie d'entrée. Exactement. Tu t'intéresses à plein de choses autour. Et je pense que c'est important d'avoir quand même quelque chose qui est là, que tu peux approfondir. Comme on disait tout à l'heure, c'est important d'avoir quelque chose de matériel. C'est-à-dire que la spiritualité, c'est pas que quelque chose que tu vis dans ta tête. Il faut aussi pouvoir matérialiser, le concrétiser. Moi, ça se fait à travers le yoga, mais d'autres le font à travers autre chose, et tant mieux pour eux. Mais du coup, il faut quand même quelque chose qui est là, qui est quotidien, qui est concret. Et après, tu fais ton boudi-boulga. Justement, je vais te demander, pour toi, ça veut dire quoi spiritualité? Pour moi, spiritualité, c'est un chemin intérieur. Pour moi, c'est juste ça, c'est un voyage intérieur. J'ai dit ça aux gens, je voyageais déjà beaucoup. T'as beau voyager, aller partout, tu faces genre toujours les mêmes problèmes. Oui, t'as les mêmes problématiques en boucle. C'est un peu une illusion que de se dire, je vais voyager, tous mes problèmes vont s'envoler, je vais aller mieux. En fait, tu voyages avec tes problèmes, avec ton bagage, quoi. Oui, mais on crée aussi ça dans le système en disant, bon, bah, vous allez travailler toute l'année et vous allez voyager 2 semaines et vous allez voir, vous êtes en mode paradis, cocotier, vous allez voir rien. C'est vrai quand c'est 2 semaines, quoi, parce que tu relâches la tension. Oui. Mais quand tu voyages plus longtemps, c'est pas vrai. Et justement, je pense que pendant longtemps, j'ai voyagé en fuite, mais inconsciemment. Je fuyais ma réalité en voyageant. Et au bout d'un moment, je voyais que j'avais les mêmes problèmes qui revenaient. Bah ouais. Et oui, au bout d'un moment, je me suis dit, bon, ok, j'ai vu des pays, j'ai rencontré plein de gens, j'ai de la chance, j'ai fait plein de trucs. Ok, mais en fait, je vais là, c'est pareil. Au bout d'un moment, tu fais le tour. Je sais pas comment dire, c'est bizarre à dire, mais au bout d'un moment, tu fais le tour, quoi. Ça te satisfait plus, quoi. Tu te dis, mais il y a quelque chose de plus profond à creuser. Et ça, c'est pas en voyageant que je vais l'avoir. Exactement. Bah, toi, c'est fait à travers un voyage, mais des gens, ça va être à travers consommer, acheter des trucs, ou à travers un sport, ou à travers les relations. Tu penses que en étant avec quelqu'un, ça va remplir ton besoin, mais en fait, non, toujours pas. Pour moi, la spiritualité, c'est ça, c'est essayer de trouver tout ce que tu essayes d'aller chercher à l'extérieur en toi. Et pour moi, c'est ça la vraie liberté, en fait. On est dans une société où justement c'est des questions qu'on se pose. Hein. Est-ce qu'on est vraiment libre? Surtout dans cette société moderne où on est tout le temps filmé, on est sur les réseaux sociaux. Enfin, on a du mal à se sentir libre. Et je disais, mais en fait, ta liberté, elle est en toi. Faut pas donner sa liberté dans les mains des autres. Et c'est difficile à comprendre. Mais bon, c'est un chemin spirituel. Pour moi, maintenant, j'ai cette conviction que ta liberté, elle est en toi. Par exemple, j'adore Nelson Mandela. Et il a été emprisonné pendant des années. Et pourtant, ça a été un homme libre parce qu'il s'est éduqué, qu'il a créé son combat. Et ça prouve bien que t'es libre à l'intérieur de lui-même. Exactement. Du coup, ça prouve bien que ta liberté, elle est en toi. De toute façon, oui, c'est le truc que personne peut t'enlever. Hein. On peut t'enfermer, on peut te faire ce que tu veux. Si t'es libre à l'intérieur de toi, tu retrouves cet espace-là. On peut rien te faire, hein, parce qu'on dit tout est à l'intérieur de nous. C'est les belles phrases qu'on voit un peu partout. On a du mal à le comprendre tant qu'on commence pas vraiment ce cheminement et qu'on touche des espaces de méditation profonde. Donc, tant qu'on le vit pas, tu vois, les gens vont dire oui, c'est bien, tout est en nous et tout, mais ils vont pas comprendre vraiment ce que ça veut dire. Quand tu commences à faire ce travail, tu commences à toucher du doigt, ah ouais, il y a vraiment quelque chose, c'est vraiment en nous. Mais c'est pas en surface, c'est pas juste une phrase comme ça pour faire joli. Il y a vraiment quelque chose au fond. Il y a quelque chose au fond. Mais c'est pour ça que j'invite tout le monde à aller creuser et essayer de trouver sa spiritualité en soi de n'importe quelle façon. Il y aurait quoi d'autre comme façon, par exemple? Déjà, la spiritualité, c'est vague, ça englobe aussi les religions. Oui. Il y a beaucoup de gens qui trouvent leur spiritualité à travers une religion. Oui, c'est vrai. Je pense aussi à travers le voyage. Moi, je dirais l'art même, fait en conscience. Carrément. Ça peut être à travers la danse, l'écriture, une forme de sport, méditation. Il y a beaucoup de... Il y a beaucoup d'outils. On a plein d'outils aujourd'hui. Mais justement, des fois, les gens se perdent un peu dans les outils. Oui, c'est peut-être pour ça en fait. Il faut pas trop tout faire. Oui. Il faut quand même essayer de trouver son petit truc et de l'approfondir. Ouais. Il faut pas essayer de bien faire aussi. C'est important. Tu peux te dire bon bah je fais de la peinture et c'est ta façon de trouver de la spiritualité et tu peux faire quelque chose d'inesthétique ou tu peux écrire. Et c'est comme le yoga en fait. Faut pas essayer de bien faire. Il faut juste. Faut pas essayer à chaque fois d'être performant quoi. Exactement. C'est vraiment se dire j'essaye de pas penser à la performance ou de pas le faire en disant il faut que je capitalise dessus. En fait, on est dans une société où on est toujours là à dire notre temps est précieux, si je fais quelque chose c'est pour capitaliser dessus, c'est pour me faire de l'argent ou c'est parce que je peux le développer et en faire quelque chose. Mais c'est aussi bien d'avoir une activité et se dire bah je le fais juste plaisir maintenant. Oui, voilà, c'est juste ça. dans le moment en fait. Et on a trop du mal. Et maintenant les gens ils essaient de tout optimiser, c'est étouffant quoi. Optimisation. Du coup, tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un qui a envie de commencer un cheminement spirituel? Je sais pas. Tu penses que tu peux très bien en disant je veux commencer un chemin spirituel? Oui, je pense qu'il y a des gens, ils se disent j'aimerais bien creuser un peu ma spiritualité, mais je sais pas trop par quoi commencer, par où commencer. Ça m'est déjà arrivé que des gens me posent cette question, tu vois. C'est vrai. Par rapport à ton expérience, hein, toi, ce qui t'a aidé, tu vois, qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise à ton toi du tout début? Qu'est-ce que tu aurais dit? Bah, de s'écouter soi, de s'écouter ses émotions, de aussi voir autour ses relations, comment améliorer ses relations,
En fait, de faire un travail qui démarre de soi vers l'autre. Peut-être, je dirais, genre, d'écrire sur un papier ses étapes clés, sa vie, écrire son récit personnel, pour prendre du recul, pour essayer de comprendre qui on est sur cette terre, quelle image on s'est créée de nous-mêmes, et par rapport à ça, qui on a envie de devenir. Ok. Et est-ce que tu conseillerais pas des applications? Il y a plein de trucs, il y a Human Design, il y a numérologie. Non mais oui, je sais, mais j'étais très autodidacte. Après, c'est vrai que j'ai lu des livres et tout. Je me suis aidée, mais j'ai été très autodidacte par rapport à ça. Allez à la Fnac, livre ésotérique. Vous prenez le premier livre, un truc qui vous parle, quoi. Je sais pas, t'arrives pas à gérer tes émotions, tu lis un livre sur tes émotions. Au début, commence par des petits trucs que tu vas améliorer dans ta vie. Tes relations, t'achètes un livre sur les relations, et voilà, petit à petit, ça va se faire, quoi. Concret. Comme tu disais, il y a une part d'application aussi. C'est qu'en fait, tu peux lire 1 milliard de livres, tu peux regarder 1 milliard de vidéos YouTube, tu peux être sur 1 milliard d'applications. Si dans ta vie, tu fais pas des actions concrètes pour changer les choses, ça sert à rien, en fait. Donc, c'est aussi ça. Prendre ta responsabilité et te dire, je vais vraiment faire des choses concrètes. C'est pas se dire, il faut que je fasse 1 heure de yoga par jour, 30 minutes de méditation. Enfin, tu sais, t'as beaucoup ça maintenant. La morning routine, prendre une douche froide. Non, mais c'est trop, en fait. Genre, comment tu te motives à faire tout ça? Genre, commence par un petit truc. Tu te dis, genre, aujourd'hui. Ce que tu me disais, parce que j'arrivais même pas à me lever, moi, pour faire du yoga. Alors, je te voyais faire du yoga. Tu m'as dit, mais mets-toi sur ton tapis et assis-toi. Au début, tu fais 5 minutes. Exactement. Et ce sera déjà bien. Souvent, les gens, ils vont faire un peu de yoga dans des retraites de yoga ou dans des ashrams. Et ils me disent, mais comment je fais pour continuer? Je sais pas si je peux continuer dans ma vie. Et je leur dis tout le temps, plutôt que faire 1h30 comme là, tu le fais parce que t'as le temps, que t'as l'espace, fais 30 minutes par jour ou 20 minutes, mais fais-le tous les jours. Peu importe ce que tu fais, fais-le tous les jours. Et ensuite, ça devient une habitude. Et petit à petit, tu vas pouvoir commencer à amener d'autres aspects. Faut commencer petit, parce que si tu mets déjà direct la pression en mode faut un truc d'1h30 avec ci, avec ça, t'as plus envie, en fait. Oui, dès le début, t'es découragé. Mais aussi un truc qui m'avait trop aidé, parce que moi aussi parfois j'ai la flemme. Par exemple, des fois j'ai la flemme d'aller sur mon tapis, de faire du yoga, je me dis oh là là, j'ai mal partout. Je me dis ok, je suis sur mon lit et en fait ça se commence par le mouvement. Donc je vais juste bouger mes poignets comme ça. Mais même quand tu te réveilles, t'as la flemme de te lever, tu bouges quelque chose, un membre, et après petit à petit tu bouges. Puis je me dis ok, là je vais juste m'asseoir sur mon tapis. Je m'assois. Tu tricks ton cerveau. Tu tricks, exactement. Tu pièges ton cerveau, mais c'est comme dans ta vie en fait. Tu peux te dire ok, j'ai envie de devenir cette personne-là. Mais si tu te dis trop lointain, c'est trop difficile. Donc tu tricks ton cerveau. Tu dis quelle action je peux faire quotidiennement pour arriver à cette personne que j'ai envie d'être. Et c'est pour ça que je disais que pour moi, je donnerais aussi ce conseil de écrire qui on a envie d'être. La personne idéale. Genre si t'as envie d'être quelqu'un dans cette vie. Tu peux être tout ce que tu genre, veux. Tout ce que tu veux. La personne que tu veux. La personne que tu veux, genre c'est qui. Et ça c'est important d'avoir. En plus, généralement, la personne que tu as envie de devenir, c'est le potentiel que tu as. Exactement. Sinon tu n'aurais pas envie de le devenir. Oui, non mais c'est ça en fait. Genre tu vas pas écrire un truc qui a rien à voir avec toi. Alors non. C'est que t'as un rêve. C'est comme quand t'es enfant en fait. Tu t'autorises de rêver et du coup t'écris ce grand rêve que t'as, qui t'as envie d'être, sur tous les aspects de ta vie, sur l'aspect professionnel, spirituel, amical, amoureuse, etc. Après, ça va être un cheminement petit à petit où tu vas réussir à arriver à cette personne-là. Mais du coup, c'est important d'écrire qui tu es, et qui t'as envie d'être, et d'avoir ce recul en fait. Très bien. Est-ce que il y a une idée fausse que tu aimerais déconstruire sur la spiritualité? Oui, il y a plein d'idées fausses. Hein. Là, on peut faire un nouveau podcast. Ah non mais vraiment. 1 heure. Non mais déjà ça me saoule quand je dis que je suis spirituelle. Les gens ils m'imaginent en mode une grosse hippie qui est là. Je suis dans ma cabane, je suis dans ma je sais plus ce que c'est mais je suis pas comme ça. Hein. Moi j'ai envie de faire de la permaculture en écoutant du Aya Nakamura quoi. Des fois j'écoute des musiques nulles. J'écoute des choses superficielles, je regarde des films à l'eau de rose. Enfin, voilà quoi, on est humain, on est. Cette idée que pour faire un cheminement spirituel, il faut être dans un ashram, bien sûr, rasé, faire du yoga tous les jours, exactement, en mode extrême et ne plus écouter de musique, ne plus être dans le monde quoi. C'est pas non, ça. Mais exactement, c'est pas du tout ça. Ça c'est un cliché que j'aimerais déconstruire. J'aimerais aussi déconstruire cet amalgame que les gens font entre la religion et la spiritualité. Ah oui. Je pense que aujourd'hui, et notamment notre génération, elle s'est tellement fermée à la religion qu'ils acceptent pas qu'il y ait une autre forme de spiritualité autre que la religion. Et du coup, rien que ça les empêche en fait. Au-delà de pas l'accepter, ils savent pas en fait, ils le conçoivent pas parce qu'on l'a Ils le conçoivent pas. Parce qu'on l'a pas appris et qu'il y a rien eu sur ça. Donc tant qu'on n'a pas des modèles, des gens qui nous en parlent, en France en tout cas on n'a pas de structure vraiment qui nous ouvre à ça, à part la religion. Ça commence à sortir maintenant, on a les oracles, on a la spiritualité moderne, New Age. Mais là aussi, il y a des dérives. Exactement, il y a aussi des dérives. C'est ça aussi. En fait, quand tu rentres dans la spiritualité, il y a de tout et de n'importe quoi. Tu peux suivre les bonnes personnes comme les mauvaises. Et du coup, c'est aussi de garder un aspect critique. C'est pas de s'abandonner à quelque chose. C'est toujours ou à quelqu'un exactement. C'est d'avoir toujours cet esprit critique
et en fait de pas s'oublier quoi. Et d'écouter surtout ce qui résonne en soi. Parce Oui. que il va y avoir plein de choses, une grande étagère, un magasin de fous avec des gens partout qui vont dire des trucs, et c'est toujours dire ok, ça résonne, ça me parle, il y a un truc qui me touche dans mon cœur, ok, je prends. Ça en fait bah non, ça ne me parle pas, donc c'est pas pour moi. Tout à fait. Et je trouve que c'est bien aussi parce qu'on apprend aussi à ne pas juger. Par exemple, dans la spiritualité, je vais suivre des gens ou des choses. Il y a des choses auxquelles je vais être d'accord, d'autres non. Et je vais prendre le tout, quoi. Je vais pas me dire, ah, il faut que je trouve quelqu'un où je suis 100% d'accord avec cette personne et c'est la voie à suivre. Et c'est aussi le problème de la religion. C'est que les gens, parfois, ils vont se dire, il y a le bien et le mal. Et c'est très dualité où ils vont se dire, Dieu, il a dit que c'est bien, il faut que je le fasse comme ça. Alors que non, il faut pas se dire que il faut écouter une personne et c'est une voie à suivre, quoi. Il faut s'ouvrir l'esprit. Tu prends ce qu'il y a à prendre, tu laisses ce qu'il y a à laisser. Et c'est tout, et tu fais ton truc, quoi. Il faut pas attendre qu'il y ait une personne et un truc parfait pour soi, quoi. Mais c'est comme les relations amoureuses. Oui. Tu vas pas genre trouver le gars parfait et tout. Bah non, la personne aura des défauts et c'est ça l'amour. Et justement, la spiritualité, c'est de l'amour. Et l'amour, ça part de ça part d'un sentiment de bienveillance, d'un sentiment d'acceptation aussi, où tu regardes les choses avec amour et tendresse et t'es pas dans le jugement, t'es pas dans la... Oui, ça c'est très important, la déconstruire sur la spiritualité. En fait, ça doit être un chemin d'ouverture du cœur. Tu dois aller vers plus d'amour, de compassion, de bienveillance vers les autres, de tolérance. Ça doit pas être un truc où tu deviens de plus en plus dans le jugement, en train de dire ah, lui il est éveillé, lui il est pas éveillé, lui non. Normalement, plus tu chemines, plus t'es ouvert, plus tu te sens mieux, plus tu as envie d'aimer les gens, d'aider les gens, enfin ça va vers ça. En fait, c'est ça pour moi, la vraie spiritualité, c'est ça. Parce qu'il y a aussi beaucoup de gens, enfin il y a cette idée, je vois sur les réseaux, les mèmes et tout spirituel, que quand tu fais un cheminement spirituel et que tu fais un travail sur toi, bah il y a un moment donné où tu vas plus supporter certaines situations de ta vie et certaines personnes, tu vas te couper d'elles. C'est vrai, peut-être à un certain niveau, mais au final, si tu continues à faire ça trop longtemps, c'est plus bien. Parce que si tu dis, ah mais je supporte plus personne, plus rien, parce qu'en fait, je suis trop conscient, et que c'est pas vrai, parce que le but de la spiritualité, c'est d'être bien partout, d'aimer tout le monde, même les gens qui n'en sont pas là, même les gens qui ne le font pas, en fait. Et c'est rester humble aussi, c'est dire, chacun est dans son cheminement. Par exemple, aujourd'hui, quand je regarde quelqu'un qui est pas spirituel, ou qui boit, ou qui fume, ou... Tu sais, comme j'ai pu faire avant, bah, je vais pas le juger que cette personne a été comme moi. Bah oui. Et comme on dit, genre, Dieu est en tout le monde, dans le sens où, même dans la personne la plus horrible, il y a quelque chose. Et c'est aussi de rester humble et de voir ça. C'est pas se couper des autres et se dire, bon, bah, moi, c'est bon, je suis en être réveillée. Salut les gens, j'ai plus votre time, tu vois. Salut les losers. Moi, je ferme les yeux et, je suis avec le divin. Bah, c'est pas ça, en fait, justement. Et au contraire, aujourd'hui que j'ai intégré plein de choses, j'ai envie de le transmettre. Il y a vraiment cette idée de transmission en se disant, mais on doit donner aux autres. Ça se partage aussi. Oui, à un moment donné, tu dois être un peu seul, mais c'est un truc qui se partage aussi. C'est la vie. Ce que j'ai découvert, c'est que c'est un monde très vaste, c'est un autre monde. C'est comme une énorme planète. Et du coup, il y a tout. Il y a de tout. Il y a beaucoup d'ego aussi. Il y a beaucoup de théories avec des gens qui ne l'appliquent pas, il y a beaucoup de faux semblants, il y a plein de trucs. Il y a des gens super, enfin, il y a de tout. Du coup, bah, tout n'est pas à prendre, mais voilà, il faut aller explorer ce monde-là. On a une intelligence en nous qui nous dit si c'est juste ou pas, hein. On le sent. Si vraiment on s'écoute un minimum, on le sent. C'est juste que des fois, on veut pas le voir, mais... Oui. Mais c'est pour ça que c'est important de pas s'oublier aussi. Parfois, je vois des gens quand ils rentrent dans la spiritualité, ils fondent en fait des nouvelles croyances et ils s'oublient. Mais il faut pas s'oublier. Comme on dit, faut pas oublier d'où on vient. Hein. Mais c'est vrai, c'est dans tout. Ouais. Comment tu fais pour garder ta pratique vivante, même quand la vie elle est chargée, quand c'est compliqué, quand t'es fatiguée? Je vois les choses dans un prisme plus grand. Par exemple, je me mets pas la pression en me disant il faut que je le fasse, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Si je le fais pas, je suis au bout de ma vie. Non, je me dis j'ai toute ma vie pour pratiquer. C'est un chemin qui est très long. Je l'espère, hein, que je vais vivre longtemps, on verra. Du coup, ça met moins la pression, quoi. En fait, c'est une balance entre il faut que je fasse preuve de discipline et je le fais parce que c'est bon pour moi à ce moment-là, de commencer ma journée en faisant de la méditation ou du yoga. Mais c'est aussi me dire, bah, quand je suis fatiguée, des fois je le fais pas. Par exemple, je te disais, avant de voyager en Inde, j'ai travaillé beaucoup. Et du coup, pendant 1 mois et demi, je faisais pas de yoga, de méditation, c'était impossible. Genre, je fermais les yeux, j'avais trop de problèmes au travail. J'avais trop de responsabilités, c'était impossible. Et limite, c'était devenu une torture, en fait. Parce que du coup, j'étais dans la résistance et j'étais en mode, mais je profite pas, enfin, c'est nul. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, j'arrête, en fait. C'est pas, à ce moment-là de ma vie, je peux pas le faire. Et c'est ok, quoi. C'est pas, je régresse. Faut arrêter de se dire, bon, bah, j'arrête, je régresse ou non.
Et oui, du coup, c'est accepter que Il y a des moments où c'est plus compliqué. il y a des phases où c'est compliqué. Après, faut pas en faire une excuse, quoi. Oui, toi, il faut dire que t'abandonnes pas du tout. En fait, t'as plutôt un truc, je pense pas que la majorité des gens ont. T'as ce truc de te pousser, de dire il faut que j'y aille, un peu perfectionniste, d'être déterminée, persévérante. Et tu vois, tu dois plutôt te dire, non, écoute, c'est pas grave si tu le fais pas une journée. Il y en a d'autres, ça va être plutôt, ils ont toujours une bonne excuse. Exactement. Ah, non, mais ce sera plus tard, non, mais ce sera demain, non, mais là, je peux pas, non, mais t'as vu les Mais en conditions. fait, c'est pour ça que c'est important d'apprendre à se connaître et de savoir qui on est et de savoir la façon dont on fonctionne. On a tous un manuel de Ouais, de fonctionnement soi-même. de soi et de se comprendre et de se dire bon bah ça c'est comment je suis et ça c'est les tricks que je vais utiliser, c'est les outils que je vais utiliser pour pas Victime de son propre fonctionnement, mais quand tu Exactement. le comprends, tu peux jouer sur les rouages en mode être plus malin que être Exactement. plus malin que toi-même. Bah c'est ça en fait le voyage intérieur, c'est justement de comprendre son manuel. Et pour ça, il faut l'accepter parce que des fois, quand tu commences à aller voir en toi, tu es en mode je fonctionne comme ça, j'ai ça, mais Ouais. ah mon dieu, mais je veux pas le voir, je déteste ça. Et du coup, en ne voulant pas le voir, tu le subis tous les jours de ta vie. Complètement, Alors que si tu dis purée, je fonctionne comme ça, my god, tu l'acceptes. Tu peux mettre en place des vraies choses qui vont te faire évoluer. Complètement. Mais il faut d'abord l'accepter. Il faut être prêt à voir, bah oui, je suis comme ça, avec mes défauts, j'ai des désirs bizarres, j'ai des envies. Ah mais c'est ça, hein. C'est accepter sa part de lumière mais sa part d'ombre, accepter ses qualités, accepter ses défauts. Et en plus, t'imagines que quand t'acceptes ça chez toi, mais chez les autres, tu l'acceptes à 100%. T'es en mode la personne elle a ses qualités, ses défauts. Et c'est pour ça que pour moi la spiritualité c'est incroyable, c'est que tout le travail que tu fais en toi, ça résonne autour de toi. Et en fait, t'as même plus besoin de travailler sur les autres, travaille avec toi-même et ensuite Ouais, ensuite ça fera ça fera le taf, quoi. Et même les gens souvent ils se sentent bloqués dans leurs relations, dans leur travail. Et pour moi, la spiritualité c'est ça, c'est tu travailles sur toi et ça débloque mais tout. Ça te débloque beaucoup de choses. du problème. Enfin pour moi, c'est la meilleure chose que tu peux faire, c'est dépenser ton temps sur toi. Et parfois, je sais que ça peut paraître un peu égoïstique. Égoïste. Égoïste, Tu pardon. le dis en anglais. In Ouais. English. In English. On parle anglais. On disait ça hier que les gens nous disent qu'on est égoïste. On pense pas assez aux autres, qu'on suit notre propre cheminement et tout. C'est un cheminement nécessaire. Et dans notre société, les gens, ils sont plutôt égoïstes à vouloir que les autres restent là pour eux, qu'ils soient présents, qu'ils leur apportent telle chose. Mais ça, c'est pas de l'amour, c'est pas de la solidarité, ça c'est de l'égoïsme aussi. Oui, tu pour vois. moi, ça c'est de l'égoïsme, ouais. Par exemple, je disais tout ce travail que j'ai fait dans la relation avec ma mère, au final, je l'ai fait sans être physiquement là avec elle. Je l'ai fait en voyageant, en faisant mon travail spirituel. Et du coup, quand je reviens chez moi et que je passe des moments avec ma mère, bah, c'est des moments qualitatifs de malade. Ça peut paraître plus égoïste parce que du coup, je suis moins présente physiquement. Mais quand je suis là, je suis vraiment là. J'ai évolué et je suis là d'une autre façon, tu vois. Et je me dis, mais en fait, vaut mieux ça. Bah, vaut mieux être là vraiment pour la personne et vivre des vrais bons moments plutôt que être là tout le temps, être pas bien et être comme ça dans tes pensées et se prendre la tête. Mais c'est ça, et il y a beaucoup de gens, ils sont en mode ah mais moi j'ai du mal à quitter ma famille, j'ai du mal à quitter mes amis, je sais pas comment tu fais pour voyager, je sais pas comment tu fais pour faire tes trucs et tout. Il y a une amie qui me disait ça la dernière fois et je trouvais ça touchant, elle me disait quand je pense que mes parents et que mes amis sont pas éternels, j'ai envie de passer un maximum de temps avec eux. Et je trouve ça beau, tu vois, je comprends. Mais moi, ma vision, c'est plus j'ai envie de passer un temps qualitatif avec eux, Ouais. pas un maximum de temps. À quoi bon passer un maximum de temps si c'est pas des bons moments, que t'es pas bien, quoi. En fait, ça dépend de sa personnalité. S'il y a quelque chose qui nous appelle et qui va nous rendre vraiment plus heureux, ce serait pas logique de rester dans quelque chose qui nous rend malheureux et d'être un poids et un boulet pour les autres. En fait, pourquoi vous voulez que je reste si je suis déprimée, quoi? Mais c'est ça, en fait. Si je sais pas ce que je veux dans ma vie, si je sais pas quel genre de relation je veux avoir, où est-ce que je veux habiter, quel genre de vie je veux avoir. Enfin, il y a plein de gens, ils suivent un peu la voie classique parce qu'ils savent pas qui ils sont, en fait. Mais il y en a plein d'autres en plus des voies. Il faut explorer, quoi. Et après, si vous êtes heureux dans votre life et que... Ah oui, si t'es heureux dans la voie classique aussi, faut pas se remettre Ouais, en genre question, tranquille, hein, reste comme ça, t'as de la chance, hein. Tout demande du courage. Est-ce que tu veux rajouter un truc sur ton cheminement? Je pense vraiment que tout est possible à travers mon histoire, d'où je viens et de tout ce que j'ai accompli. Je pense vraiment que y a pas de rêve trop grand, que tout est possible. Il faut pas avoir peur. Il faut pas avoir peur d'avoir peur. Non, ça c'est la pire, quoi. La peur d'avoir peur. Tranquille, c'est normal d'avoir peur, mais il faut se mettre aussi un coup de pied aux fesses. Il faut savoir dépasser ses croyances, dépasser ses limites. Il faut aussi s'inspirer des gens. Tu vois, par exemple, s'il y a une personne qui t'inspire, fonce. Après, si tu as besoin d'une autre personne, tu peux jump vers une autre personne, etc. Et s'entourer des bonnes personnes, c'est super important aussi. Essayer de trouver une communauté aussi où il y a des gens qui sont dans le même délire que toi. Parce que Ça motive. ouais, ça motive. Genre si toi t'es là, tu veux faire un cheminement,
et que tu veux travailler sur toi, mais que tes potes ou les gens autour de toi ils sont pas dans le délire, ça peut être un peu difficile aussi. C'est possible, mais ça demande beaucoup plus de force et aussi de pas trop se prendre au sérieux. Ah oui, non, surtout ne pas Parce se que prendre au sérieux. la vie, elle est trop bien, genre de tout prendre à rigoler et de prendre ça comme un jeu. Et même si, évidemment, on évoque des sujets sérieux et tout, mais de se dire, on n'a qu'une vie. On a plusieurs vies. Pour moi, on a plusieurs vies. Voilà. On n'a qu'une vie en tant que Inès, tu vois, t'as qu'une vie en Exactement. tant que Inès. Donc voilà, il faut pas trop se prendre au sérieux, quoi. Pour anecdote, on a quand même fait un spectacle de cirque improvisé second degré dans un ashram qui est assez sérieux et cadré. Non mais vraiment. C'est pas pris au sérieux, quoi. Même en fait, je pense que c'est pour ça qu'avec Jeanne, on s'entend trop bien, c'est que... On a gardé notre âme d'enfant Oui. et en même temps, on essaie de gagner une sagesse. Oui, voilà, c'est ça. On est des C'est enfants important, sages. c'est important l'énergie enfant. Parce que sinon, tu deviens trop sérieux et tu profites plus de la vie, quoi. Ok, donc là, toi, ta personne de rêve que tu veux devenir, c'est qui? C'est quoi tes projets? C'est quoi que t'as envie de construire? C'est quoi que t'as envie de faire? Déjà, ce que j'aimerais faire, c'est professionnellement d'aider les gens directement à travers la pratique de yoga, dans leur cheminement spirituel. J'aimerais leur transmettre ce que j'ai appris, leur ouvrir la voie. Je sais pas encore vraiment comment je le ferai. Enfin, pour moi, t'as vraiment cette énergie à motiver, à rebooster. Ouais, en fait, j'ai envie de motiver les gens, genre de les déterrer. Genre, moi, les gens, quand ils sont en mode, ouais, je sais pas, je suis en mode, allez, vas-y, attends. je vais t'expliquer. C'est possible, en fait. En fait, moi, j'ai un côté motivant. Genre, même mes potes et tout, quand ils ont des doutes, quoi, je les motive. Je pense, voilà, c'est ma façon d'être, genre, je motive les gens, je les coach, quoi. Je suis en mode, vas-y, tu peux le faire, tu vas y arriver. Ouais, c'est ton énergie, c'est ton truc. Ouais, c'est mon énergie. Du coup, être plus dans ça. Et aussi, la personne idéale que j'aimerais être, c'est d'apporter beaucoup d'amour. J'aimerais aider un maximum de personnes, ouvrir le cœur des gens, parce que je pense que c'est surtout par rapport à ça. Le travail, il se fait à travers le cœur. Donc, parler directement au cœur des gens et aider aussi des gens qui n'ont pas forcément accès à la spiritualité. Parce que je pense que la spiritualité, elle vient aussi quand t'as une sorte de confort dans ta vie. Le rendre accessible. Ouais, le rendre accessible à beaucoup plus de gens, beaucoup plus de couches sociales. C'est vrai ce que tu me disais, t'as ce côté un peu quartier et tout. Genre, ouais, street. Je veux faire de la street spiritualité. On a trop besoin. Non, mais voilà, de dire, en fait, j'aimerais vraiment que les gens, comme moi, qui ont pas forcément, au début, les cartes pour accéder à cette spiritualité-là, et à se dire, allez, faites-le, c'est possible. Même avant que je sois dans la spiritualité, même quand j'étais dans mon travail de chef, je me disais toujours, je rêve trop d'aider des gens qui n'ont pas accès à l'éducation, qui savent pas comment manger, ouvrir une association où je leur explique les bienfaits de la nourriture et comment s'alimenter correctement. Tu redistribues l'énergie, quoi. Tu prends de l'énergie chez des gens qui ont de l'argent, entre guillemets, et qui ont accès à cette spiritualité, et tu redistribues cette énergie vers des gens qui ont moins accès. Et en plus, t'as ce côté coach, prof de yoga, et aussi l'aspect bien-être au sens large, parce que même la nourriture, du coup, comme t'as eu un métier de chef, t'es hyper calé en nutrition. Ce qui est bon pour la santé, comment manger, comment s'observer son corps, tout ça, ça fait un package super. Oui, ça fait un package. Et même au-delà du yoga, j'étudie aussi beaucoup le mouvement, le corps, l'anatomie et tout. On est des êtres multidimensionnels. Exactement. C'est pour ça que j'aimerais apporter tous ces aspects aux gens. Donc tu as développé un peu les réseaux aussi, des réels inspirants, tout ça. Ouais, j'essaie de faire des reels, des réels et tout. Et j'essaie aussi de... Donc suivez-la sur Instagram. J'avoue, en fait, c'est moi, par ma promo, j'ai pas capté. Suivez-moi sur Instagram, j'essaie de faire du contenu inspirant. J'aimerais aussi créer une communauté un peu plus tard avec justement des femmes qui aimeraient trouver une spiritualité, ou même sans parler de spiritualité directe, mais qui ont envie de se motiver, de se boucher, de prendre leur vie en main, leur bien-être. Et justement, j'avais pensé à faire un programme de 90 jours, donc de 3 mois, où j'aide des personnes de manière individuelle à vraiment shifter d'un état où tu subis ta vie et tu sais pas trop où t'en es, à un état où t'es en mode non mais moi je peux tout faire là. Il y a plus rien qui peut m'arrêter. Un niveau de confiance high, tu 100%. Vois. 100%. Franchement, même sans parler de spiritualité, mais de se dire c'est possible. Et je pense que les femmes, mais on a un potentiel de malade et on se cache beaucoup. Oui, la société patriarcale n'a pas aidé les femmes à prendre leur vie en main et aller de l'avant, quoi. L'énergie entrepreneuriale et tout, elle a été plus dirigée pour les hommes. Ça nous est moins naturel, on va dire. T'as envie de les aider à développer ça parce que toi, tu l'as beaucoup. Ouais, je l'ai beaucoup. Aujourd'hui, on a quand même de plus en plus cet aspect entrepreneurial, mais il se fait beaucoup dans une énergie assez américaine, tu sais, dans le capitalisme, la production. C'est notre énergie, quoi. Ouais. C'est aussi avec l'aspect douceur, prendre en compte son intérieur et tout, quoi. Et plus dans l'aspect ok, j'ai envie d'entreprendre, j'ai envie de faire, mais pas juste pour faire de l'argent. Qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de transmettre dans ce monde. Et du coup, c'est là où la dimension spirituelle, elle est importante. En fait, c'est lié le spirituel et le matériel. C'est lié les deux. Comment on peut être ici aujourd'hui sur cette terre
et faire de notre mieux pour pouvoir faire évoluer les choses. Enfin, je pense qu'on a tous une responsabilité. Si aujourd'hui on est là sur cette terre, C'est qu'on est là pour quelque chose. on est là pour quelque chose, on n'est pas juste là pour vibrer. Et on a tous quelque chose à apporter. Bah bien sûr, Tous. exactement. Et toutes. À notre échelle. Exactement. Oui, tous et toutes. Voilà. Ok. Comment on pourrait conclure? Est-ce qu'il y a une citation que t'aimes trop? Non, en vrai, pour conclure, déjà, je vais te remercier. Parce que Jeanne, c'est quelqu'un d'incroyable. C'est pas ma promotion là, c'est Non, mais je veux quand même te remercier. T'es une meuf juste incroyable. Et tu m'inspires beaucoup et tout, dans ce que tu fais. Attends, comment on pourrait conclure ces podcasts? Une punchline, tu vois. Punchline spirituelle. Je voulais déjà vous remercier de m'avoir écouté, d'avoir écouté qui je suis et comment je suis arrivée dans ma spiritualité. J'espère que mon parcours il vous inspire et que ça va aussi vous permettre à vous De vous déterminer. de vous déterminer, Et de vous inspirer. de vous inspirer. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, je vais faire plein de trucs et aussi n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis toujours dispo. Et voilà quoi. Super, merci. Bah de rien. On conclut. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que vous avez autant apprécié que moi plonger dans l'histoire d'Inès et que sa belle énergie vous a donné le sourire. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous faire des retours et à partager le podcast. Je suis désolée si le son est parfois mauvais, mon micro s'est éteint au milieu de l'entretien, mais je trouvais le contenu tellement spontané et intéressant que j'ai préféré le sortir quand même. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode sur Deya Podcast où l'on explorera le monde intérieur d'une autre personne, en français ou en anglais. Et je vous souhaite une merveilleuse journée.